La question de actuellement, je traverse une phase, je suis en souffrance, j'arrive à le percevoir. Déjà, c'est un bon point parce que quand c'est une phase haute, ça fait partie de la phase haute de ne pas réussir à le percevoir. La question de savoir si on a besoin d'une hospitalisation, c'est pas à nous, patients, de le décider. Nous, on peut le repérer. Lorsqu'on sait qu'on n'y arrive pas et qu'on a besoin d'être à l'abri, il n'y a aucun doute. C'est suffisant pour se pointer aux urgences et y aller. Ça, je pense qu'il faut être à l'écoute de soi-même. Et il ne faut pas être capricieux là-dessus. Hello et bienvenue sur Parole de Bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Moi, c'est Clément, je suis le fondateur d'Oxstage et on est là pour aider les personnes bipolaires. Aujourd'hui, on va parler de l'hôpital et notamment de l'hôpital de jour avec quelqu'un qui en a créé un hôpital de jour, c'est Léonard, qui est psychiatre. Il est aussi le cofondateur de Neurostim. Et j'ai envie d'en savoir justement un peu plus sur toi, Léonard. Est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Alors, je suis Léonard Lorimi, je suis psychiatre en exercice à Paris, avec un parcours qui n'a pas été tout droit. Et j'ai eu un parcours d'assistanat, puis de praticien hospitalier en pédopsychiatrie, tout en ayant déjà une activité libérale en psychiatrie adulte depuis longtemps, puisque je commençais pendant mon internat et je n'ai jamais arrêté. Ensuite, été sollicité pour ouvrir un hôpital de jour pédopsychiatrique en banlieue parisienne, avec un projet qui était fantastique pour moi parce que c'est un service qui m'a donné l'enveloppe globale en me disant tu fais ce que tu veux, ce qui m'a permis vraiment de penser les soins comme je l'entendais, d'une façon assez personnalisée et humaniste. Je l'ai dirigé un certain nombre d'années, à l'issue desquelles j'ai quitté l'hôpital pour deux raisons. L'une, c'était des entraves administratives de plus en plus absurdes et terribles qui m'empêchaient concrètement de prodiguer des soins de qualité. Et l'autre, c'était que j'avais ce projet de développer le réseau de cabinets Neurostim avec mon confrère Alexis Bourla, et que ça prenait beaucoup de temps aussi. Donc aujourd'hui, je n'ai une activité qui n'est plus que libérale et plus que auprès des adultes, mais avec cette expérience encore bien présente auprès des enfants et qui me permet aussi d'avoir cette activité de coordination de ce réseau de cabinets aussi bien auprès adultes qu'enfants. On va peut-être revenir à des choses parce que, en fait, moi, j'ai mis longtemps à bien comprendre la différence entre pédopsychiatre et psychiatre. Je pense que ça pourrait être cool déjà de revenir sur ces bases-là. Alors, bien sûr, stricto sensus, pédopsychiatre, c'est le psychiatre qui s'occupe des enfants. En France, enfant, ça veut dire jusqu'à 18 ans, à peu près. Cependant, c'est pas si clair que ça. Parce que, tout comme la psychiatrie adulte, on pourrait y dessiner des sous-parties, euh, pour les abords plus médicaux, les abords plus psychothérapeutiques, les abords plus groupaux, les abords plus éducationnels. Il y a différentes choses chez l'adulte. Eh bien, chez l'enfant, on pourrait le découper aussi de plein de façons. Parce qu'en fait, il y a la pédopsychiatrie des tout petits, il y a la pédopsychiatrie des enfants, il y a la pédopsychiatrie des adolescents, et il y a finalement jusqu'à 18 ans, ce qui est quasiment un adulte. Et on est quand même dans des champs évolutifs très différents, extrêmement intéressants. On ne peut pas les cloisonner, mais en même temps, ce n'est pas la même chose non plus. Et je ne parle même pas de la périnatalité qui s'occupe à la fois des mères, de leurs nouveau-nés, voire même des mères et de leurs fœtus, parce qu'on s'occupe des bébés aussi dans le ventre aujourd'hui. Donc la pédopsychiatrie, ça voudrait dire toute cette tranche-là. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs aujourd'hui qu'on entend autant de choses différentes au sujet de la pédopsychiatrie, puisque en plus des différentes parties de la pédopsychiatrie, il y a comme toujours dans le milieu médical et en particulier en psychiatrie, des différences de pensée qui entraînent des désaccords qui, au lieu d'être des désaccords constructifs, entraînent des désaccords clivants entre aussi bien l'hôpital et le libéral que différentes obédiences dans l'hôpital ou dans la façon de pratiquer la pédopsychiatrie. Ouais, non, non, mais c'est bien de redéfinir. Et c'est vrai qu'il y a des moments, tu as un peu tendance à te dire entre j'ai 7 ans et j'ai 18 ans, pourquoi est-ce que tu changes tout, quoi? C'est c'est un peu ça de l'extérieur. Bien sûr, mais d'ailleurs aujourd'hui, il y a des choses qui évoluent un peu puisqu'on voit de plus en plus apparaître des unités adolescents jeunes adultes, donc des choses qui vont de 16 ans à 21 ans, de 16 ans à 25 ans, unités aussi bien de consultation que d'hospitalisation. Alors qui posent leurs problèmes aussi, hein, parce que mêler une population administrativement adulte et mineure ensemble, c'est compliqué pour certaines choses, mais en même temps, ça a toute sa pertinence parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, quand même, beaucoup de personnes rencontrent les mêmes questions de vie, les mêmes questions d'études, les mêmes questions de travail sur cette tranche d'âge et que et en fait, il est extrêmement compliqué, je trouve, pour un adolescent, n'en parlons même pas, mais un adulte de 19 ans,
de bénéficier d'une hospitalisation dans un service avec avec d'autres adultes, mais qui ont, pour la plupart, en réalité, bien au-dessus de leur âge. Les prises en charge ne sont pas les mêmes. En pédopsychiatrie, à l'hôpital, il y a quelque chose qui est bien plus de l'ordre du groupe et de l'institution, de l'institutionnel. Le soin institutionnel, ça veut dire soigner le patient tout en prenant en compte l'institution. Certains diront même en soignant l'institution. La différence majeure pour moi entre l'hôpital en pédopsychiatrie et l'hôpital en psychiatrie adulte, c'est le fait qu'en psychiatrie adulte, on va s'occuper d'un adulte. En pédopsychiatrie, on va s'occuper d'un groupe d'enfants ou d'un groupe d'adolescents. Et c'est quelque chose qui m'a été très cher dans ma pratique de la pédopsychiatrie, c'est la façon dont en réalité euh, les enfants, les adolescents peuvent s'aider à aller mieux les uns les autres, quelle que soit leur pathologie et quel que soit leur degré de souffrance. C'est-à-dire que j'ai très souvent eu des parents qui me disaient oh là là, mais on va mettre mon enfant avec des enfants comme ça, entre guillemets, sous-entendu très malades. Est-ce que ça va pas le tirer vers le bas? Le constat dans certaines unités dans lesquelles j'ai travaillé et dans celles que j'ai pu monter, c'est qu'en réalité, non. Ça se tire vers le haut des deux côtés quand l'institution autour est cohérente, quand l'équipe de soignants et les soins sont pensés autour de cela. Je vais même prononcer des cases diagnostiques, même si je ne travaille pas toujours avec les énoncés diagnostiques chez l'enfant. On pourrait dire un enfant qui aurait une légère disharmonie évolutive dans une hospitalisation avec des enfants avec des autismes profonds ou avec des psychoses déjà très différenciées et très sévères. Qu'est-ce qui va arriver à cet enfant-là? Eh ben non, en fait, on voit des choses assez étonnantes. On voit des enfants dans le langage, dans l'intellect, qui prennent sous le bras un enfant autiste sans langage extrêmement régressé et qui vont l'emmener avec eux, qui vont le tirer vers le haut, lui faire découvrir de choses et parfois même leur donner accès à un lien à l'autre qui n'a jamais existé avant. C'est assez fantastique. Et à l'inverse, on voit parfois ces enfants qui ont un niveau assez haut, mais qui peuvent parfois traverser des états émotionnels assez terribles, euh, être apaisés par des enfants qui, eux, sont un peu en dehors de bien, un peu en dehors du langage, mais apaisés par quelque chose d'autre. Et il y a quelque chose d'intuitif qui nous échappe. Et notre rôle soignant autour de cela, c'est d'être capable d'accompagner plutôt que de cliver ou de séparer ces choses-là. Ouais, mais c'est là où tu vois la complexité des soins et tu vois, pour, quelqu'un comme moi qui vient pas de ce monde-là au départ, tu te dis: «Mais, comment est-ce que tu comprends?» parce que ce podcast est venu de là, en fait. Est venu du: «Je suis diagnostiqué, mais où est-ce que je trouve mes infos et comment est-ce que je comprends comment ça fonctionne?» Parce que c'est pas toujours simple et notamment par rapport à tout ce qui est hospitalisation, parce qu'il y a différents types d'hospitalisation et justement, toi, tu as travaillé dans tout ce qui est hôpital de jour. Et pareil, est-ce que tu peux redéfinir un peu les macro informations? Alors, je t'entends. Bien sûr, déjà, hospitalisation, c'est pas un terme suffisant parce qu'il y a l'hospitalisation publique et il y a l'hospitalisation privée. En France, ce sont deux secteurs quand même assez disjoints. Ils pourraient travailler plus ensemble, mais qui sont assez disjoints. Sur le plan administratif aussi. Quand on va parler de l'hôpital public, en fait, l'hôpital public inclut tout, inclut même les lieux de consultation ambulatoire. Le secteur public en France, en santé mentale, fonctionne aujourd'hui par ce qu'on appelle le secteur psychiatrique, c'est-à-dire un découpage en fonction des zones géographiques et des départements. Un secteur est censé couvrir une population donnée pour tous les soins en santé mentale. Tous, c'est-à-dire l'urgence, la consultation ambulatoire, les hôpitaux de jour, les hôpitaux complets, les hospitalisations complètes. On va distinguer principalement ce qu'on appelle l'hospitalisation en temps normal. Quand on parle d'hospitalisation, on parle d'un patient qui a besoin de suffisamment de soins pour qu'il soit dans une unité de soins dans laquelle il est accueilli pour un certain temps, jour et nuit. Quand on parle d'hospitalisation de jour, on parle d'unité de soins dans laquelle il n'y a pas de chambre ni de lit. Enfin, il peut y en avoir, mais pas pour y passer la nuit en tout cas. Dans ces unités de soins, dans ces hôpitaux de jour, les patients viennent soit tous les jours de la semaine, sur la journée, soit certains jours, soit sur des temps. Il y a des unités de jour qui sont encore plus partielles chez les enfants qu'on appelle les CATTP, centres d'accueil à temps partiel, enfin thérapeutique à temps partiel. C'est la même chose que l'hôpital de jour, mais encore un peu plus réduit. On va venir une demi-journée dans la semaine, deux demi-journées dans la semaine. Et ensuite, il y a les lieux purement de consultation, dont le principal et le plus historique sur le secteur psychiatrique est le centre médico-psychologique, le CMP, à ne pas confondre avec les CMPP, qui sont les centres médico-psychopédagogiques.
pour justement les mineurs et qui sont des structures associatives qui ne dépendent pas de l'hôpital public. Après, il y a toutes les unités un peu plus spécialisées qui sont apparues ces dernières années et qui ont existé par des appels à projets de la part des instances publiques qui visaient à développer certaines choses qui, pour certaines, foirent complètement parce qu'en fait, c'était des façons de dire on alloue des budgets mais qui n'étaient pas alloués là où on en a besoin. Et ça, c'est ma pensée personnelle. Je pense qu'il y a des budgets et ils sont pas mis où il faut. Donc, il y a certaines autres plateformes qui existent, d'autres qui subsistent, d'autres qui n'existent plus. Mais pour le principal, c'est ça. Hôpital, hôpital de jour, CATTP, CMP. Pour la pédopsychiatrie, on peut découper les choses comme ça. Ouais. Ah non, mais c'est très bien de revenir sur ces bases. Et justement, si tu te mets à la place d'une personne bipolaire, comment est-ce que tu sais à qui contacter? Parce que bien sûr qu'on va te dire, tu vas avoir plein de recommandations et il y a un peu cette peur aussi de se dire: «Attends, je vais aller à l'hôpital, je suis pas fou». Comment tu sais, aller chercher justement la bonne aide au bon moment? Alors, la question de l'accès aux soins et même du premier accès aux soins est malheureusement en France aujourd'hui extrêmement complexe. Alors, pour parler de la bipolarité, c'est vrai que dans l'immense majorité des cas, on parle des adultes. Il y a heureusement des diagnostics qui peuvent être posés. Je dis heureusement parce qu'avant on ne le faisait pas, hein, on refusait. Heureusement des diagnostics qui peuvent être posés chez des mineurs et parfois même dans des formes assez différenciées, assez précoces, on a des diagnostics, contrairement à ce qu'on peut entendre dire, qui peuvent être posés même chez l'enfant, même chez des jeunes enfants. Aussi bien des diagnostics de bipolarité que des diagnostics de schizophrénie, enfin de diverses pathologies, là où avant on disait non, on ne peut pas poser un diagnostic chez l'enfant parce que tout est en mouvement. Poser ce diagnostic, ça ne veut pas dire que les choses sont pas en mouvement. Elles peuvent être en mouvement quand même et ça peut aider, en tout cas lorsque c'est suffisamment différencié. Mais lorsque ça n'est pas suffisamment différencié sur le plan symptomatique, il faut être capable de dire: «Là, on en est pour l'instant à un stade de l'évolution où on ne peut pas fixer une case diagnostique» et c'est pas très grave. Ça peut inquiéter de se dire, «On n'est pas à tel endroit ou tel endroit», mais c'est pas un souci et il y a d'autres concepts, des entités plus symptomatiques que diagnostiques qu'on peut utiliser chez l'enfant, qui sont malheureusement pas dans des classifications internationales qui sont très utilisées de façon anglo-saxonne, dans des classifications un peu plus européennes, mais qui sont des entités encore bien utiles aujourd'hui quand même. Donc la question du premier accès aux soins est difficile. Je vais essayer d'en parler de façon un peu différenciée si on parle d'enfants ou adultes. Adultes, on va mettre grands ados, jeunes adultes, et enfants, on va mettre toute la catégorie enfants. Donc, enfants, la difficulté, c'est que souvent ces diagnostics précoces se posent quand même sur des symptomatologies assez bruyantes, avec des grosses entraves dans la vie du quotidien. Et en pédopsychiatrie, quand ça s'exprime comme ça, très souvent, ça se fait quand même par un accès au CMP, les premières consultations, avec aujourd'hui un secteur qui est violemment sinistré. Pour obtenir une consultation, une première consultation au CMP en pédopsychiatrie, il y a, je dirais, classiquement 6 mois d'attente, dans certains lieux, plus d'une année d'attente. Et encore, je ne parle pas de tous les départements de la France. Il y a des départements où il y a un pédopsychiatre public pour le département. C'est vraiment extrêmement sinistré. C'est la spécialité la plus sinistrée en France. Il faut bien comprendre que dans le public, 50% des postes de pédopsychiatre sont vacants. Il n'y a aucune spécialité médicale avec ça. C'est assez bluffant et assez inquiétant. C'est pas que les gens ne veulent pas être pédopsychiatres, hein. C'est un métier extrêmement intéressant. Il y a beaucoup de personnes passionnées. C'est la difficulté d'exercice aussi bien dans le public que dans le privé qui freine un petit peu. Donc, le premier accès va se faire souvent par le CMP ou pour les personnes qui peuvent obtenir un accès dans le privé, c'est très compliqué aussi d'avoir une consultation en cabinet, en pédopsychiatrie. Euh, Ça va se faire par ce biais-là. Le pédopsychiatre en cabinet peut lui aussi coordonner le soin avec l'hôpital, hein, bien entendu, même si c'est côté médecin très compliqué avec les moyens qui sont donnés aujourd'hui, c'est quelque chose de possible. Donc, je dirais que pour les enfants, ça va se faire par ça. Heu, pour les adultes, c'est un petit peu autre chose. Déjà parce que, le diagnostic chez l'adulte se fait souvent, soit de façon aiguë dans un épisode, plutôt dans une phase haute, dans un épisode maniaque ou d'hypomanie, et dans ce cas-là, le diagnostic se fait de façon, un peu bruyante, comme je le disais tout à l'heure. Alors, de façon la plus extrême avec une hospitalisation qui est inévitable, qui peut parfois même se faire en urgence ou via la contrainte, lorsque la personne n'a plus conscience de ce qui se passe. Et parfois de façon moins bruyante et là, c'est un diagnostic, on va dire, c'est le mode de diagnostic le plus simple et le plus rapide de la bipolarité.
le diagnostic de bipolarité reposant quand même sur la question de ces phases hautes et basses, et non pas seulement d'une polarité. Et donc, quand on rencontre un patient dans des phases neutres et qu'il raconte sa souffrance ou dans des phases dépressives, on peut beaucoup plus facilement passer à côté de l'épisode maniaque qui nous confirme le diagnostic. Je ne crois pas que ce soit une erreur de la part des médecins. On raconte souvent la question du retard diagnostique dans la bipolarité qui est gigantesque comme retard diagnostique, hein. Parfois, on a des 15 ans, 20 ans, enfin, ça peut monter sur des plafonds assez incroyables. Je crois que dans l'immense majorité des cas, c'est pas un retard au sens où on aurait loupé quelque chose. C'est un retard au sens où on ne pouvait pas vraiment repérer à ce moment-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, les psychiatres sont bien plus sensibilisés à cette question-là, ils vont bien plus creuser la question diagnostique, mais on peut quand même ne pas relever les éléments qui permettent de poser le diagnostic. Et donc, dans ce cas-là, on peut avoir des prises en charge qui sont longues et qui fonctionnent pas très bien, ou pour lesquelles on voit des mauvaises réponses au traitement. Et donc, je me perds un peu, mais pour revenir dans l'urgence, finalement, ça va se faire via le service des urgences, via un psychiatre libéral qui dit oh là, il faut une hospitalisation, ou qui dit le diagnostic est évident, même sans hospitalisation. Mais lorsque c'est un peu plus long, ça peut parfois se faire malheureusement au fil d'une prise en charge, soit parce que petit à petit, la complexité de la réponse au traitement, la réponse finalement à des traitements plutôt thymorégulateurs, combinés à certaines choses que l'on retrace dans l'histoire, nous font dire, bon, il semble que là, on soit quand même dans le diagnostic d'une bipolarité. Parfois, dans des choses bien plus frustres et bien plus difficiles à repérer, qui peuvent se faire à l'occasion d'une évaluation un peu plus spécifique ou spécialisée, comme dans les centres diagnostiques bipolaires, bien entendu. Je pense que cette question du retard diagnostique du trouble bipolaire, elle n'est pas tellement à faire porter ni du côté de la médecine ni du côté du patient. C'est pas quelqu'un qui refuse de voir ou un psychiatre qui a refusé de chercher. Je crois qu'assez souvent, on ne peut pas le repérer comme ça. Une fois que le diagnostic est posé, finalement, ça va pas changer nécessairement les types de soins qu'on va prodiguer. On va pas dire, ah, bah, ça y est, on est dans la bipolarité, on abandonne tout, on refait autre chose. Non. Bien sûr, côté traitement, ça nous donne des indications, mais il y a des bipolarités qu'on va traiter de la même façon que la dépression, hein, au moins à certains moments. Des grands paradigmes qu'on peut parfois entendre dire, comme quoi les antidépresseurs sont interdits dans la bipolarité. C'est pas vrai, c'est vraiment du cas par cas. On en a besoin parfois dans la bipolarité. On en a besoin avec beaucoup de prudence, mais on peut en avoir besoin. En tout cas, ça va nous orienter d'autres façons. Là où ça peut nous orienter aussi dans les types de soins qu'on va proposer, c'est que on sait que quand même, dans cette pathologie, la bipolarité, on peut avoir besoin de comprendre beaucoup de choses. Aussi bien le patient lui-même, via des groupes de psychoéducation, des groupes de pairs, des partages, des témoignages, mais aussi pour les proches. D'ailleurs, moi, dans ma pratique, ça se limite pas à la bipolarité, hein, mais dès qu'il y a une pathologie, on va dire, d'allure un petit peu chronique, même si elle peut être stabilisée et invisible la grande majorité du temps, je propose toujours de rencontrer au moins le conjoint, la conjointe, parce que ces personnes-là sont très déroutées, surtout dans les phases un peu chaudes. Comment accompagner, comment être présent, comment faire? Et je crois que cet accompagnement des proches, il fait partie de la prise en charge. Et donc aujourd'hui, on a aussi des groupes d'accompagnement des familles, des groupes d'information des proches. Il y a beaucoup d'associations qui proposent ça. Tout cela fait partie de la prise en charge et de l'accompagnement pour moi du trouble bipolaire, d'autres pathologies aussi, mais du trouble bipolaire. Ouais, d'ailleurs, je mettrai le lien de l'UNAFAM par rapport aux proches, si jamais vous avez des besoins. Oui, il y a différentes manières justement, d'avoir un accompagnement. Moi, j'aime pas trop le terme, des fois, hôpital public, parce que quand on va, faire une consultation du coup, avec, de manière indépendante, donc en CMP, bah, ça fait un peu bizarre de se dire qu'on va à l'hôpital. Tu vois? Enfin, moi, enfin, j'ai un psychiatre en libéral et je sais pas si j'aimerais aller à l'hôpital toutes les, 2 semaines ou, tous les mois. C'est vrai, c'est vrai. Après, je pense, parmi les psychiatres, quand on parle du CMP, on ne dit pas l'hôpital. Quand on dit l'hôpital, c'est vraiment le service d'hospitalisation complète. Nous, on distingue bien ça. C'est vrai que le CMP fait partie du service de psychiatrie de l'hôpital public, mais on n'en parle pas comme l'hôpital. Et la plupart du temps, les CMP ne sont pas dans les hôpitaux. Et en fait, c'est toujours compliqué de se dire: «OK, est-ce que justement je vais, bah, me faire hospitaliser? Est-ce que je vais juste aller chercher une consultation?» et cetera. Et comment tu peux déterminer si jamais, parce que dans le monde idéal, c'est quelqu'un qui va te dire de le faire. Mais dans le monde réel, dans la majorité des cas, bah, on se doit un peu se démerder. C'est un peu aussi notre manière de voir les choses avec Upstage, c'est de dire: «Bon, bah, c'est super, mais le système, il est ce qu'il est. Maintenant, c'est aussi à nous de faire ce qu'on peut faire.
parce que bah, rien de mieux que nous-mêmes pour nous aider, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil et comment est-ce que tu dirais, OK, tu es dans telle situation, voilà ce que je te recommande et quelles réflexions et quelles questions tu dois te poser à toi-même? La question de actuellement, je traverse une phase, je suis en souffrance, j'arrive à le percevoir. Déjà, c'est un bon point parce que quand c'est une phase haute, ça fait partie de la phase haute de ne pas réussir à le percevoir. Quand je dis phase haute, ça veut dire phase maniaque ou hypomaniaque, hein. La question de savoir si on a besoin d'une hospitalisation, c'est pas à nous, patients, de le décider. Nous, on peut le repérer. Lorsqu'on sait qu'on n'y arrive pas et qu'on a besoin d'être à l'abri, il n'y a aucun doute. C'est suffisant pour se pointer aux urgences et y aller. D'accord? Ça, je pense qu'il faut être à l'écoute de soi-même et il ne faut pas être capricieux là-dessus. Euh, des choses simples, hein. J'ai peur de me faire du mal, c'est suffisant pour se rendre aux urgences et pour voir si aux urgences, le psychiatre nous dira, bah, en fait, là, on va assez simplement contenir ses pulsions, voir à la maison, réévaluer en post-urgence ou en consultation. Pourquoi pas dire, non, en fait, là, c'est trop intense ce que vous traversez, en effet, il faut vous protéger à l'hôpital ou en clinique, parce que l'hospitalisation peut se faire dans le privé aussi, même via les urgences. Donc ça, je dirais que c'est le premier critère. Quand soi-même on doute, c'est qu'il faut aller en urgence poser la question. On va pas attendre un rendez-vous dans 3 semaines ou quelque chose comme ça, c'est beaucoup trop long. Les soins sont déjà longs dans la santé mentale. Trouver des rendez-vous, bien sûr, mais aussi les médicaments mettent longtemps à agir. Donc, faut pas s'imposer ce temps-là en plus. Les services d'urgence sont quand même là pour ça. Et il vaut mieux patienter 4 heures et avoir l'impression d'avoir perdu son temps, mais ne pas avoir risqué de mettre sa vie en danger. Je pense que ça, c'est essentiel. Ensuite, quand la situation semble un peu plus modérée, je crois que globalement, ça va toujours passer, dans l'immense majorité des cas, par un médecin. Cependant, le médecin généraliste peut aussi être là pour ça. Le médecin généraliste a son rôle. Quand on vient le voir, qu'on n'a pas de suivi psychiatrique et qu'on lui dit: «Bah, en fait, j'ai des idées suicidaires, il y a des choses qui me traversent et qui m'effraient de moi-même, j'aimerais être à l'abri». Parfois, juste, on peut dire, le temps d'un diagnostic, le temps d'un traitement, c'est pas forcément long. Le médecin peut organiser ça, soit alors si c'est en urgence, ça va être en orientant vers les urgences. Si c'est un peu moins en urgence, on va dire en urgence différée, le médecin peut solliciter une clinique, un établissement privé aussi, où le cadre d'hospitalisation est un peu moins pensé pour l'urgence, mais peut être aussi un petit peu plus confortable, on va le dire quand même. Donc ça peut se faire par là. Maintenant, le grand sujet, c'est la question de la phase maniaque. La phase maniaque, en général, être capable de demander de l'aide quand elle arrive, c'est qu'on l'a déjà connue et qu'on a déjà travaillé avec son psychiatre. Qu'est-ce que c'est? Comment la reconnaître? Quels proches mettre dans la boucle pour qu'ils nous alertent? Je crois qu'une fois qu'on a fait ça, le signal principal, ce sont les proches. Sur les phases hautes, pour moi, c'est du quasi 100%. Quand un proche dit: «Il se passe quelque chose, tu devrais en parler à ton psychiatre», même si on a l'impression que, en tant que patient, que pas du tout, il se passe rien du tout, juste: «Enfin, je me sens bien», c'est qu'il faut en parler à son psychiatre. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faudra une hospitalisation, mais il faut en parler en tout cas. Il y a des signes qui sont bien plus bruyants et bien plus inquiétants dans une phase haute. Lorsqu'on commence à se mettre en danger par des comportements, par des prises de risques, par des engagements démesurés. Comportements, on peut prendre des exemples, hein. Le fait de ne plus percevoir sa limite à son fonctionnement, de se sentir un peu au-dessus des choses, prendre des risques par exemple en voiture ou à pied, dans le sport, dans des comportements, prendre des risques sur des rencontres, des risques sur le plan financier, dans des dépenses qui peuvent être trop importantes pour nous, pas en adéquation avec nos projets habituels. Mais heu, je pense que ça, ce sont déjà des signaux très forts et en fait, là, les proches alertent. Mais malheureusement, comme c'est des phases où on se sent très bien, il y a quand même une petite partie de conscience en nous, dans ces phases-là, qui va nous faire dire: «Non, mais en fait, je vais faire attention à pas montrer aux autres ce qui est inquiétant». Et donc la commande que j'ai passée, pour, une voiture que je n'ai pas les moyens de m'offrir, je ne vais pas en parler pour l'instant. Ça, c'est un peu plus compliqué. Donc, savoir si on doit être hospitalisé, je pense que les proches ont un rôle là-dedans quand on connaît déjà sa pathologie. Je pense que dès le début, il faut mêler les proches et il faut briser les tabous, vraiment. Il faut briser les stéréotypes qui n'ont pas lieu d'être. Je 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 pense que moi, ce serait un de mes messages principaux si je pouvais parler, au journal de 20 heures à la place de Macron pour, transmettre quelque chose aux Français, ce serait un message de déstigmatisation de ce qu'est la santé mentale. Au rythme de ce que
les États-Unis veulent prendre en charge et rembourser, on a des élans de mise en avant de certaines pathologies, parfois de stigmatisation, qui sont à la fois extrêmement positifs pour s'autoriser à se faire prendre en charge soi-même et à la fois extrêmement négatifs pour ce qu'on va en dire. Le bipolaire n'a jamais été un espèce de grand méchant loup comme ça avant que les États-Unis en fassent ce truc-là. Avant, on pouvait en parler dans la communauté psychiatrique. Avant, ça s'appelait la psychose maniaco-dépressive. On en parlait beaucoup plus facilement. Euh, le trouble bipolaire, à la fois a démocratisé et en même temps a fait peur. C'est étonnant comme processus. Il y a eu les deux à la fois. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, je suis pour une déstigmatisation, pour une banalisation de la discussion des maladies, des médicaments qui eux aussi portent des mauvais noms, antidépresseurs, neuroleptiques, c'est des noms. Bon, oui, ils ont été choisis, c'est normal pour ça au moment de leur découverte, mais ils sont totalement faux aujourd'hui. Un antidépresseur, c'est pas que pour la dépression. Pour conclure, sur l'hospitalisation, je dirais soi-même se sentir en danger, c'est le premier critère et il faut s'écouter à 100%. Les proches, quand on a déjà pu partager avec eux, bien entendu. Et quand on est dans un entre-deux, si on a accès à un psychiatre, ne pas hésiter. Si on a accès, pas à un psychiatre, mais à son médecin généraliste aussi. Le médecin généraliste est formé, moins que le psychiatre bien sûr, mais est formé au moins à dépister en santé mentale, à pouvoir repérer les urgences, et il est là pour ça tout. Ouais, et il y a un truc, non mais clairement, le fait d'avoir un peu son plan d'action, en fait, pour pouvoir détecter et savoir comment on fait en phase up. Je mettrai en lien, on a fait un petit exercice, en fait, pour te poser les bonnes questions. Et d'ailleurs, n'hésite pas, si tu me donneras ton avis, Léonard, je suis très curieux d'avoir des feedbacks. Et tu dis un truc aussi que je trouve très vrai, et moi, personnellement, j'utilise beaucoup le terme plutôt bipolarité que trouble bipolaire. Parce que je trouve que justement, c'est plus facile à accepter, c'est plus facile d'en parler. Parce que, ouais, bah, tu te dis que t'as un trouble tout de suite. C'est bon. J'interromps l'échange quelques secondes pour te demander de nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, cela nous aide beaucoup à sensibiliser sur la bipolarité et briser les tabous. Allez, c'est reparti. Oui, alors c'est vrai que les mots qu'on utilise évoluent beaucoup avec le temps et en fonction des nomenclatures, qui sont les nomenclatures de la recherche biomédicale, mais à laquelle petit à petit tous les médecins se greffent, parce que c'est celle qui permet de se parler dans le monde, finalement. Comme, comme je te disais, avant, on parlait de psychose maniaco-dépressive, après on a parlé de troubles bipolaires, aujourd'hui on parle plus de bipolarité. Je suis tout à fait d'accord avec ça. J'ai pas tellement d'avis sur la nomenclature ou sur les mots à utiliser. Je pense qu'il faut utiliser ce qui convient à chacun, en effet, ce qui parle à chacun. Il y a des personnes pour qui parler de bipolarité leur convient pas aussi. Il y en a qui disent non, mais en fait, qui trouvent que ce qu'ils ont c'est grave et qui disent en fait moi j'ai besoin de savoir que c'est un trouble, que il y en a qui disent j'ai besoin de savoir que c'est une maladie chronique, même si on dit il y a un aspect de chronicité, mais pas nécessairement. Il y a des choses qui se stabilisent et dont on revoit plus jamais finalement d'épisodes importants par la suite. Je crois que c'est pas mal de pouvoir s'adapter à chacun quand même sur cette question-là. D'autant plus que dans la santé mentale, en psychiatrie, on voit qu'il y a quand même un continuum entre les pathologies. Il y a parfois une ligne continue avec une pathologie à un endroit, une autre à un endroit, et on peut se situer un peu à différents endroits sur la ligne, à différents endroits, à différents moments de notre vie, ou à un endroit fixe, mais qui n'est pas totalement d'un côté, pas totalement de l'autre. Donc, ça peut être compliqué parfois pour une personne de poser le mot, et pour d'autres, ça peut être compliqué de ne pas suffisamment le poser. J'essaye dans ma pratique de m'ajuster au mieux à ce qui convient. Et d'ailleurs, je pose la question assez simplement. J'explique dans quel spectre on est, dans quel type de pathologie on est, dans quel type de symptomatique on est. Et je sens petit à petit dans la discussion les patients pour qui il est plus important de parler de symptômes avec leur évolutivité, ceux pour qui il est plus important de parler de maladie avec quelque chose de posé. Et je crois qu'aussi en fonction du degré d'expression, on va dire de la sévérité, il y a une expression légère, est-ce qu'il y a une expression très lourde et très envahissante dans le quotidien, les personnes n'ont pas forcément besoin de poser les mêmes mots. Ouais. Non, non, c'est toute la difficulté de la psychiatrie et nous, c'est un peu le défi qu'on a qui est pas simple, c'est comment est-ce que tu fais pour déstigmatiser, heu, en parlant au plus grand nombre, mais en essayant de personnaliser, ce qui est pas facile parce que, bah, tu es un peu entre les 2. Mais en tout cas, pour revenir un petit peu à cette histoire d'hospitalisation, donc voilà, il y a vraiment le public, le privé. Le fait d'aller donc faire juste une consultation, le fait d'aller plutôt dans un endroit
régulièrement justement des demi-journées, le fait d'être hospitalisé donc la journée, mais d'aller dormir chez soi, et le fait d'être hospitalisé du coup le jour et la nuit. Donc ça, c'est vraiment dans le public. En privé, c'est un peu la même chose sur le principe ou comment ça se passe? Alors dans le privé, il y a de tout. Donc il peut y avoir la même chose, comme il peut ne pas y avoir. Je dirais que la plupart des cliniques privées sont des lieux d'hospitalisation à temps plein, c'est-à-dire jour-nuit, où l'on va pour un certain temps, le temps de passer une crise, ou le temps de trouver un traitement plus équilibré, ou le temps de pouvoir se sentir en sécurité. Un bon nombre d'établissements privés mettent en place aussi des structures de jour, donc qu'ils appellent en général hôpital de jour, où on va retourner. Alors soit quotidiennement, mais c'est un peu moins fréquent dans le privé, soit plus ponctuellement dans la semaine autour de thèmes particuliers, hein. Par exemple, je vais aller participer à un groupe de psychoéducation, puis à un autre groupe d'expression des émotions autour de l'art. On peut, voilà, différentes choses ou un groupe de parole. Donc il y a de plus en plus ça dans le privé aussi, dans les cliniques. C'est vrai qu'il est plus difficile de connaître l'offre de soins parce que dans le public c'est simple, on le sait. Il y a le CMP, il y a l'hospitalisation, il y a en général l'hôpital de jour. On sait que ça existe sur le secteur. On n'a pas trop de doutes. Dans le privé, ça dépend beaucoup plus de ce qui existe à chaque endroit, quoi. Et c'est vrai que l'offre de soins n'est pas répertoriée de façon très claire pour l'instant, même si certaines plateformes tendent à le faire de mieux. Tu recommanderais quelle plateforme? Parce que nous, on en a trouvé quelques-unes, mais curieux d'avoir ton avis. Alors, pour l'instant, il n'y en a pas d'assez complète pour dire c'est avec ça qu'il faudrait travailler. En psychiatrie, il y a une plateforme web qui permet de repérer un petit peu les institutions, qui a de plus en plus de choses. Tu dois connaître, ça s'appelle l'Idospi. C'est Oui. qui permet de trouver globalement des places entre guillemets, parce qu'aujourd'hui on en est à parler de ça. On dit on a trouvé une place. Je trouve ça assez terrible en fait. Les places devraient exister et on devrait choisir le lieu qui convient, hein. Bon, il y a des plateformes comme ça, mais c'est destiné aux médecins, pas tellement aux patients. Oui, non, non, mais c'est ça. Mais j'avais rencontré le fondateur de l'IDOPSI. Enfin, c'est vrai que nous, on se centre vraiment sur voilà, aider la personne bipolaire. C'est, même au niveau des plateformes d'orientation, c'est pas toujours très simple de savoir voilà, où est-ce que tu dois aller et puis ça dépend des secteurs. Enfin bon, il y a plein de choses à faire mais bon, je suis persuadé qu'on va réussir. Il y a plein de personnes intelligentes qui travaillent sur tous ces sujets-là. Ouais, mais c'est vraiment cette question qui est pas simple de se dire, OK, et pose-toi aussi la question, hein, c'est-à-dire dans quel état je suis? Est-ce que je pense, voilà, j'ai des idées noires, du coup, d'urgence. Je pense que ça, t'as raison de le redire, Léonard, parce que voilà, il vaut mieux entre guillemets perdre 4 heures Je précise, idées noires qui nous inquiètent nous-mêmes. Si on se fait peur, si on est inquiet de ce qu'on pourrait faire, des idées noires, c'est des choses qui arrivent à tout le monde dans la vie. Tout le monde a à un moment de sa vie des idées noires, ça arrive. Ça veut même pas dire qu'il y a une dépression qui a lieu. C'est des choses qui arrivent. C'est pas quelque chose, c'est pas une honte, c'est pas un tabou. On peut pas ne pas le dire, même s'il y a certaines personnes qui le recevront mal si on en parle. Mais on peut choisir nos interlocuteurs, que ce soit les proches, que ce soit les professionnels. Il faut parler de ces choses-là. Mais je pense qu'en effet, dès qu'on s'inquiète soi-même, dès qu'on a peur de ce qui se passe, dès que ça nous semble violent, euh, oui, là c'est l'urgence. Non, mais tu fais bien de bien repréciser, mais c'est toute la difficulté avec la vulgarisation, c'est à quel point tu arrives à synthétiser. Non, mais c'est ça, et vraiment de bien se poser les questions. Où est-ce que je peux aller? Qu'est-ce qui va me permettre justement d'aller mieux? Est-ce que je vais dans le privé? Est-ce que je vais dans le public? Où est-ce que je cherche les informations? D'en parler surtout, parce que c'est ça quand même l'avantage. Généralement, on a la possibilité d'en parler à un médecin, donc que ce soit un médecin généraliste, un psychiatre. Maintenant, voilà, si vous devez vous débrouiller, au moins vous avez, vous avez deux, trois informations. Euh, pour revenir un petit peu aux hôpitaux de jour, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe? Comment est-ce qu'on est pris en charge? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est qu'une journée type? Et comment se préparer aussi? Parce que je pense que, comme beaucoup de choses, mieux on est préparé, mieux ça se passe. Quelles sont les attentes qu'on doit avoir? Alors, les hôpitaux de jour, en général, ce ne sont pas des lieux auxquels on va aller directement pour des soins, ni même être orienté immédiatement par le médecin. C'est plutôt quelque chose qui fait suite à une prise en charge déjà en place et où l'indication de l'hôpital de jour va avoir un sens. L'hôpital de jour, il y a
tout comme pour l'hospitalisation, hein, il y a plusieurs degrés, il y a des modes de prise en charge, il y a différentes choses qui peuvent avoir lieu là-bas. Il y a des hôpitaux de jour qui vont être assez intensifs, assez soutenus, assez omniprésents dans les soins. Il y a des hôpitaux de jour qui vont être bien plus ponctuels. Donc, difficile de répondre à cette question de façon univoque. Globalement, quand est-ce qu'on pense à un hôpital de jour en tant que psychiatre pour un patient? C'est quand, à l'issue en général d'une période, d'une phase aiguë qui a déjà été plus ou moins soulagée, il persiste quand même un résidu symptomatique, un résidu d'entrave ou d'atteinte du fonctionnement qui empêche de reprendre une vie normale ou subnormale. Généralement, quand il est pas encore possible de retravailler pour ceux qui travaillaient, ou quand on peut pas reprendre une vie sociale normale, quand on n'est pas encore, quand on a des entraves dans notre autonomie, c'est plutôt à ce moment-là qu'on va penser à un hôpital de jour. L'hôpital de jour, encore une fois, hein, le terme hôpital, c'est pas le mieux pour l'hôpital de jour. Hein. Ce serait mieux d'appeler ça une structure de jour, un centre de soins, un lieu d'accompagnement. Il y a d'autres mots qui conviendraient mieux. Et d'ailleurs, souvent, les hôpitaux de jour rusent et se trouvent un peu des noms, qui ressemblent à un nom d'association. Encore une fois, hein, à la fois c'est bien parce que ça permet de tranquilliser et de déstigmatiser, mais en même temps, mon point de vue, c'est que finalement, c'est encore une fuite, quoi. C'est encore, on n'a pas le droit de dire les choses, il faudrait faire comme si ça n'existait pas, alors que, au contraire, je trouve qu'il faut en parler de façon assez ouverte. Donc, à partir du moment où on a encore pas cette possibilité de reprendre une vie normale et qu'on a besoin d'un étayage extérieur, c'est surtout ça, on a besoin de quelque chose pour nous porter et c'est pas la consultation toutes les semaines ou tous les 3 semaines qui va nous porter suffisamment. Là, l'hôpital de jour va avoir sa place. C'est le médecin en général ou la structure hospitalière qui va faire la demande de prise en charge. Et la demande de prise en charge peut aller de un temps par semaine à toute la semaine. S'y préparer, je pense qu'il n'y a pas grand-chose pour s'y préparer, si ce n'est avoir l'idée que on va là-bas pour reprendre une autonomie et un fonctionnement correct et qu'on peut y rencontrer tout type de personnes. Il y a des personnes qui probablement vont moins être souffrants que nous, d'autres qui vont être plus souffrants que nous, mais peu importe. Comme ce que je racontais chez les enfants, c'est pas grave. On peut s'entraider et il peut y avoir du positif là-dedans. Euh, En général, un hôpital de jour, comme c'est l'hôpital, il y a toujours un médecin qui, qui coordonne les soins dans la structure, mais ça ne veut pas dire qu'on va le voir nécessairement en consultation. Souvent, dans l'hôpital de jour, on va y aller, on va avoir un programme. Par exemple, je sais pas, je vais y aller jeudi après-midi et je sais que je vais avoir peut-être un temps d'entretien infirmier pour parler un petit peu de ma semaine. Je vais avoir un bilan sur la prise des traitements, est-ce que j'arrive à être régulier, qu'est-ce qui me dérange, qu'est-ce que j'arrive à faire, comment gérer les choses. Et puis peut-être qu'après, je vais avoir un temps de groupe d'échange pour voir un peu comment mes pairs aussi font, quels sont leurs trucs, quelles sont leurs difficultés dans la maladie. On peut se donner des conseils, tout ça supervisé en général, bien sûr, par infirmier ou par psychologue, souvent psychologue. Il peut y avoir des temps individuels aussi, bien sûr, avec un psychologue. Ça ne sera pas une psychothérapie à proprement parler, parce qu'on n'y va pas pour entamer un travail sur des mois ou des années. Mais c'est un travail d'un abord psychothérapeutique. Voilà, donc on peut aller du plus formel au moins formel. Et après, il peut y avoir beaucoup de ce qu'on appelle les médiations, c'est-à-dire accompagner un peu dans retrouver l'autonomie ou le goût aux choses par quelque chose qui nous parle un peu, par le cinéma, par l'art, par le sport. Ça, c'est des choses qu'on peut trouver dans les hôpitaux de jour. L'idée, c'est pas de se dire, je fais une activité. Absolument pas. C'est de se dire, par le biais de cette médiation, ça soutient le fait que je me retrouve dans le lien aux autres de nouveau, que je puisse exprimer ma personne, redécouvrir mes émotions, redécouvrir mes sensations, travailler un petit peu la stabilité de ces états-là en moi. Voilà, on peut finalement parler de la généralité des hôpitaux de jour presque que en donnant des exemples. Mais parce que tous les lieux vont être différents. Et il y a des hôpitaux de jour qui conviendront pas du tout à un type de personne ou un type de problématique psychique et d'autres qui conviendront très bien. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est assez précis dans ce choix-là. OK, donc c'est quand même souvent, on va dire, après une hospitalisation complète, on va dire, le fait de passer par une phase transitoire, pour entre guillemets, se réadapter, c'est un peu ça, si je devais Ouais, simplifier. la plupart du temps, oui. Les autres cas de figure, je dirais, c'est des pathologies où l'expression est un peu chronique, où il y a quand même quelque chose qui, même si ça peut faire des années parfois, qui fonctionne pas, et où on se dit que là, la structure de jour aura sa pertinence, peut-être même pour un temps plus long, du coup, parce qu'il s'agit vraiment de retravailler à se réancrer dans sa propre vie.
Ouais. Non, non, mais c'est intéressant et du coup, ça c'est comme pour beaucoup de choses, c'est où est-ce qu'on est, mais c'est difficile aussi de se percevoir nous-mêmes, surtout en phase haute, où c'est pas toujours simple. En fait, ouais, il y a quand même beaucoup de choses. Moi, j'entends aussi pas mal parler des gemmes. Si tu peux peut-être nous en dire un peu plus que, alors, moi, je suis perdu avec les acronymes, je dois te le dire. Et du coup, un GEM, les groupes d'entraide mutuelle, c'est un peu comme un hôpital de jour ou pas vraiment? Enfin, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors non, je peux pas t'en dire beaucoup plus parce que moi, pour le coup, j'ai jamais exercé sur ce type de structure, ni même été rattaché à un service qui en bénéficiait. Donc, je les ai jamais vus de l'intérieur. Là, pour le coup, je ne pourrais pas beaucoup apporter. Je dirais que la principale nuance, c'est que ce n'est pas nécessairement une prise en charge médicale au sens d'une supervision et d'une coordination par une équipe médicale. Dans les groupes d'entraide mutualisés, il y a, en fait, comme le porte son nom, hein, il y a bien plus une question d'entraide, d'accompagnement par les pairs. Bien sûr, il y a un encadrement, il y a une structure à tout cela, mais on est moins dans la question du soin à proprement parler. Je dirais que c'est ça, la principale notion. Et donc, les groupes d'entraide mutualisés sont là, pour le coup, bien plus indiqués à un accès, même lorsque je fonctionne encore dans ma vie, mais que simplement, j'ai besoin d'accéder à cette structure, à ce cadre externe, à cette reconnaissance, à ce partage. Voilà, pour moi, c'est beaucoup plus ça. Ouais. Non, non, mais c'est bien parce qu'il faut réussir à apprendre à naviguer dans, dans dans toutes ces organisations. Donc, ouais, non, mais c'est vraiment ça, c'est l'hospitalisation, déjà se poser les bonnes questions, demander de l'aide. Je pense que si on devait revenir à ça, pas hésiter lorsque on en sent le besoin d'aller aux urgences. Et puis, après, il y a des sujets aussi que je trouve assez compliqués, c'est parce qu'on a des recommandations, et on a ce qu'on perçoit. Et lorsqu'on a envie de rester plus longtemps en hôpital de jour ou même de partir, enfin, comment se poser les bonnes questions et comment avoir les bonnes discussions aussi avec les médecins lorsqu'on est sur place. Parce que c'est quelque chose qui revient assez souvent, en fait, de se dire, OK, est-ce que je suis prêt ou est-ce que j'ai besoin encore? Enfin, comment, comment est-ce que tu conseillerais justement avec des gens qui se posent ces questions-là? Alors, je pense que l'intuition de soi sur soi a beaucoup d'importance. Auprès d'une prise en charge, on apprend à connaître des parties de soi que l'on ne comprenait pas. Mais on a quand même de base une connaissance de soi et des sensations que l'autre ne peut pas avoir. Je pense qu'il faut être à sa propre écoute. Euh, Moi, je vois souvent des patients par exemple, je voudrais prolonger l'arrêt de travail ou au contraire mettre en arrêt de travail et qui me disent non, mais en fait, même si c'est hyper dur de travailler pour moi en ce moment et que je le fais super mal, je sais que c'est un cadre qui me convient. Et dont j'ai besoin. Et je sais que si on me le retire, je m'effondre. Enfin, en tant que psychiatre, moi, j'écoute, hein, absolument. Bien sûr, j'y réfléchis avec le patient. Je soulève les paradoxes, ces choses-là, mais il faut absolument être à cette écoute-là. Et je pense qu'en tant que patient, il faut oser dire à son psychiatre, il faut oser dire aussi lorsqu'on n'est pas d'accord, en expliquant pourquoi. Et un psychiatre doit être à l'écoute de ça. Ça ne veut pas dire qu'on sera d'accord à la fin, hein. On peut avoir des choses sur lesquelles on n'est pas du même avis, mais on va explorer à tâtons. Et bien heureusement, on peut ne pas être du même avis. Je pense qu'il faut oser explorer ces questions-là. Et puis, alors, je pense que ça amène un point qui, pour moi, est important, fixe, c'est quand même la place de la psychothérapie. Thérapie au sens large, hein. Je ne vais pas séparer la TCC de la psychanalyse, de l'hypnose, de l'EMDR, de tout ça. La psychothérapie, globalement, le simple acte, le simple fait d'aller vers la psychothérapie, c'est un travail sur soi, quelle que soit l'obédience du thérapeute. Et encore une fois, ces clivages, il faut les supprimer. Il y a des indications qui vont plus d'un côté, plus de l'autre. Euh, je pense que c'est le temps de se tirer des bâtons dans les roues, de se mettre des bâtons dans les roues, ça n'a plus lieu d'être, quoi. Donc la psychothérapie, c'est un lieu de réflexion sur soi-même, de compréhension de soi-même, d'évolution et de mieux se percevoir. Je crois que ce sont des questions qui sont à discuter pas seulement avec le psychiatre, aussi avec le thérapeute, parce que ces questions-là se travaillent sur bien des aspects. Bien sûr, sur le concret, sur l'expression symptomatique, sur la pathologie en elle-même, sur la stabilisation, sur la prise du traitement. Et là, la vie médicale va être importante. Mais aussi sur des éléments, des enjeux de notre vie, de ce que ça veut dire. Bénéficier de soins, on va dire en hôpital de jour, par exemple,
on prendrait 2 personnes avec exactement la même expression symptomatique et la même entrave dans leur vie de la pathologie, leur histoire fera que ça n'a pas le même écho. Et parfois, juste l'écho que ça a sur nous peut être porteur ou peut être, au contraire inhibiteur. Et on voit et alors quand je dis ça, je sous-entends par exemple l'histoire familiale. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter de par notre histoire familiale. Et alors peut-être qu'il y a un travail d'acceptation et peut-être qu'on l'acceptera jamais et peu importe, mais il faut en tenir compte en fait. Parce que si on va vers quelque chose qui est hyper adapté pour nous, mais qui en fait est l'opposé de ce qu'on peut supporter, bah non, ça va pas non plus. Ouais, mais c'est toute la difficulté, hein, de trouver, mais par contre, enfin, c'est quand même la base et je pense qu'il faut le répéter, c'est le fait de dire ce qu'on pense et d'oser dire à son médecin: «Ah bah là, je le sens pas, voilà ce que je ressens». Parce que des fois, il y a quand même un peu ce côté où on se dit: «Oui, mais il sait déjà». On pense qu'il est dans notre tête et alors que non, il faut le dire. Et c'est peut-être un truc tout bête, mais même avec les autres, enfin, le nombre de fois où je me suis retrouvé dans ma vie, où je crois que la personne sait, en fait non, faut lui dire quoi. Si jamais mais c'est peut-être un truc, tout bête. Non, c'est hyper intéressant. On pourrait parler, je pense, beaucoup plus longtemps, mais j'essaie de cadrer quand même au niveau du timing et je termine par cette question, qui est, si tu avais une baguette magique, Léonard, qu'est-ce que tu changerais dans la santé mentale? La question est vachement large, c'est difficile. C'est peut-être pas le plus important, mais je vais choisir ma réponse, sachant qu'à mon avis, personne ne l'a donnée avant. Parce que bien sûr, hein, le secteur, la psychiatrie, les fonds, tout ça, il y a beaucoup de choses qu'on voudrait faire, hein, mettre quelques milliards, tout ça, ça serait très bien. Mais comme tu l'as compris tout à l'heure, parce que j'en ai un peu parlé, il y a quelque chose qui m'est cher, moi, et c'est quand même les mots qu'on emploie et les représentations sociétales de ce qu'est la santé mentale. Si je pouvais donner un coup de baguette magique, ce serait de faire disparaître tous les stigmates, tous les stéréotypes, et de pouvoir reparler avec des bases saines en informant correctement, effacer la mémoire de tout le monde et pouvoir repartir sur quelque chose qui supprime ces clichés, ces stéréotypes et qui font que des personnes n'osent pas accéder aux soins pendant des années, parfois pendant des décennies, informer, aider à comprendre et que petit à petit on puisse arriver à dire mais dis donc j'ai l'impression de voir chez toi des choses qui me font penser à une souffrance. Est-ce que tu penses pas qu'il aurait besoin d'une aide plutôt que de se dire oh là là il lui arrive un truc ça me fait flipper je vais m'éloigner de cette amitié. Voilà, c'est ça que je ferais. Travailler à déstigmatiser les mots. Arrêter de dire que la psychose c'est un drame. Arrêter de dire que la névrose c'est pas grave. Arrêter de dire que les antidépresseurs ça rend dépendant. Arrêter de dire que les neuroleptiques c'est pour les maladies graves. Tous ces mots aujourd'hui font beaucoup de mal. Je ne sais pas à quoi on pourra arriver avec le temps, parce que malheureusement, même dans la communauté médicale et même parmi les psychiatres et les soignants en psychiatrie, il y a encore beaucoup de stéréotypes qui sont portés et qui, à mon avis, sont délétères énormément. Alors oui, pour la santé mentale, mais en fait, pour les patients, à l'échelle individuelle, c'est là que c'est délétère, globalement. On parlerait demain, sur le ministère de la santé et du coup, parce que je pense que c'est vraiment le sujet, hein, sensibilisation et je suis quelqu'un d'optimiste, je me dis: ça va le faire, ça va avancer» et je reprendrai peut-être, certains de tes propos, j'espère que tu m'en voudras pas. Bah, merci beaucoup Léna, c'était un grand plaisir, on se dit, bah, à une prochaine, j'espère. Et ben, avec grand plaisir. Et merci pour ton invitation aujourd'hui. C'était vraiment très agréable de parler avec toi de ces sujets-là. J'espère que notre petite pierre en plus à l'édifice pourra aider à faire bouger des choses et à informer des gens et à aider à ce que ça avance. Pour trouver toutes les informations autour de la bipolarité, je vous donne rendez-vous sur notre site internet hopstage.com, HOPESTAGE.com, et je vous dis à très bientôt.